Chapitre 12 de passionnantes découvertes. Bientôt, il n'y a plus une trace de terre, de sable ou de plantes parasites sur le sol, et les enfants se mettent à examiner les énormes dalles carrées à la lueur de leurs torches. Il devrait y avoir un anneau de fer au milieu de celle que nous cherchons qui permette de la soulever, déclare François. Mais il ne trouve rien du tout. Toutes les dalles sont identiques. Quelle déception! Mick essaie alors de glisser sa bêche dans les trous qui séparent les pierres en appuyant sur le manche de son outil, mais aucune d'elles ne bouge. Après 3 heures de travail, les enfants affamés se décident à reprendre des forces. Je crois que nous nous sommes trompés. L'entrée du souterrain ne doit pas être dans cette pièce. Il faudrait mesurer le plan pour trouver l'endroit exact d'où part l'escalier qui conduit aux oubliettes. Ils se mettent donc au travail, mais la tâche n'est pas facile. Les 3 parties du plan qui représentent les 3 étages du château ne sont pas à la même échelle. Un peu découragé, François laisse échapper un soupir. « Regardez !» s'écrie soudain Claude en montrant du doigt le petit cercle qui, à leur avis, indique l'emplacement du puits. Apparemment, l'entrée du souterrain est assez proche du puits. Si nous arrivons à le découvrir, il suffira de creuser tout autour pour essayer de repérer les premières marches de l'escalier. On voit le puits sur les 2 cartes. Il doit se situer au milieu du château. Excellente idée, juge François ravi. Tâchons vite de trouver le centre du château. À mon avis, ça correspond au centre de la cour dehors. Les enfants sortent au soleil et s'arrêtent à l'endroit où se trouvait autrefois le cœur du vieux château. Mais ils ont beau regarder tout autour d'eux, ils ne parviennent pas à repérer l'ancien puits. Là encore, la nature a repris ses droits. « Tiens, un lapin !» s'écrie soudain Mick. En effet, une grosse boule de poils beige traverse la cour sans se presser. L'animal s'enfonce dans un trou. Puis un autre lapin surgit, s'assied tranquillement sur son derrière, regarde gravement les enfants avant de s'éclipser lui aussi. Les 3 jeunes Gautier n'en reviennent pas. Ils n'ont jamais vu de lapin aussi peu craintif. Un 3e lapin apparaît. Au grand amusement des jeunes spectateurs, il se met à exécuter une série de cabrioles. Mais c'en est trop pour le pauvre Dago. Sans crier gare, il pousse un énorme « Ouah !» et se précipite vers le lapin surpris. Un bref instant, le petit animal reste figé sur place. Soudain, il comprend le danger et se met à fuir, sa queue minuscule dressée comme un signal de détresse, et il se glisse derrière un gros buisson, tout près des enfants. Dago se précipite derrière lui et disparaît à son tour. La terre et le sable volent, tandis que Dago gratte frénétiquement le sol pour agrandir le trou dans lequel le lapin vient de se faufiler. « Dago ! Dago ! Tu vas m'écouter, viens ici tout de suite !» crie Claude. Mais Dago n'obéit pas, et il continue de creuser de plus en plus vite. Claude se décide alors à aller le chercher, mais au moment où elle atteint le buisson de ronces, le grattement cesse brutalement. Puis retentit un glapissement d'épouvante. Puis, plus rien. Claude regarde sous le buisson et se retourne stupéfaite. Dago a disparu. Claude voit bien l'entrée du terrier de lapin, considérablement agrandi par le chien, mais aucun signe de Dago. « Dago a disparu !» annonce Claude d'une voix tremblante. « Il est pourtant bien trop gros pour s'être enfoncé dans le terrier, non ?» Les enfants se rassemblent autour du buisson de ronces. Alors, tendant l'oreille, ils distinguent une plainte étouffée qui vient des profondeurs de la terre. François est sidéré. « Mais il est bien dans le trou !» s'écrie-t-il. « C'était pas possible! Comment allons-nous le tirer de là ?»« On va commencer par déraciner ce buisson !» décrète Claude. François va chercher une hache et les enfants se mettent vigoureusement au travail. Au bout d'un bon moment, le bosquet est réduit à néant. Les mains des enfants sont dans un piteux état. Les épines leur ont arraché la peau, mais ils se soucient bien peu de ces égratignures. François prend sa torche électrique et la tend à bout de bras au travers de l'ouverture. Il lâche un cri de surprise. « Je comprends ce qui s'est passé. Le vieux puits est ici. Les lapins ont creusé leur terrier juste à côté. En voulant l'élargir, Dago a trouvé le puits et il est tombé au fond. Oh non !» s'affole Claude. « Dag ! Dag, tu n'es pas blessé ?» Un glapissement lointain parvient à ses oreilles. « Je crois qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, » déclare François. « Nous allons prendre nos bêches et essayer d'agrandir l'ouverture. Après, on pourra descendre avec une corde pour tirer Dago de là. » Les enfants courent chercher leurs outils et dégagent le puits de la terre, du sable et des racines qui l'ont recouvert. Ils se penchent pour voir le fond du trou. Celui-ci est très sombre et il semble profond. François prend une pierre et la jette dans le puits.
Tous retiennent leur souffle. Mais ils n'entendent pas de plouf. Soit il n'y a plus d'eau au fond du puits, soit le puits est trop profond pour que le bruit de la pierre soit perceptible. François penche pour la seconde hypothèse. Cela dit, ajoute-t-il, si le trou est aussi profond que ça, Dago aurait dû se tuer en tombant. Et pourtant on l'entend encore. Je me demande où il peut être. Il enfonce sa torche électrique dans le trou. Et tout de suite, il aperçoit le chien. Bien des années auparavant, une grosse pierre a dégringolé dans le puits et l'a bouché en partie. Elle est restée coincée là, à l'horizontale, et c'est sur ce perchoir imprévu que Dago a atterri. Ses yeux, levés vers ses jeunes maîtres, expriment tout son effroi. Claude remarque une échelle de fer fixée contre la paroi intérieure du puits. Elle enjambe le rebord effondré et descend les échelons rouillés. Grâce à la corde que Mick lui lance, elle réussit à remonter Dago à l'air libre. Une fois les 4 pattes sur terre, Dago cabriole et aboie de joie en léchant tout ce qui passe à sa portée. « Alors, Dag !» s'écrie Mick. « Tu as encore envie de courir après les lapins ?»« Mais comment te gronder ? Grâce à toi, nous avons découvert le puits. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à chercher l'entrée du souterrain. » Une fois de plus, les enfants se mettent au travail. Et cette fois, c'est Annie qui fait une grande découverte. Sentant monter la fatigue, elle s'étend un instant sur le ventre et s'amuse à gratter le sable avec les doigts, jusqu'à ce qu'il rencontre un objet dur et froid. Annie déblaye le sable et, à sa grande surprise, aperçoit un anneau de fer. Elle pousse un cri qui fait accourir les autres. « Hé !» s'exclame-t-elle. « Venez voir !» Claude, Mick et François se bousculent pour la rejoindre. François prend sa bêche et dégage complètement la dalle. Il est convaincu qu'elle cache l'escalier des oubliettes. L'excitation des enfants est à son comble. Ils essaient chacun à leur tour de tirer sur l'anneau de fer, mais la pierre ne bouge pas d'1 millimètre. Alors François attache l'extrémité d'une corde à l'anneau et les 4 cousins se mettent à tirer dessus de toute leur force. La dalle remue un peu. « Allez, tous ensemble !» crie François. Une fois encore, tous 4 raidissent leurs muscles. La pierre bouge de nouveau et cette fois, elle cède. Dago se met à aboyer en direction du trou. Claude et François restent un moment immobiles à admirer le fameux passage. Un escalier très raide, creusé dans le roc, s'enfonce dans les profondeurs souterraines. « Venez !» crie François en brandissant sa torche. « Descendons vite !» Les marches sont glissantes. Dago s'y engage le premier, perd l'équilibre et dégringole 5 ou 6 marches avec un glapissement de surprise. Les 4 enfants, haletants d'impatience, descendent à leur tour. Que vont-ils trouver au bout ? Ils s'imaginent déjà entourés d'or et de fabuleux trésors. Il fait très sombre au bas de l'escalier, et une forte odeur d'humidité leur pique les narines. Quand les enfants arrivent enfin au fond, François projette la lumière de sa torche tout autour de lui. Il découvre alors un étonnant spectacle. Les oubliettes du château de Kernac sont creusées à même le roc. Personne n'est capable de dire si elles sont naturelles ou si elles ont été façonnées par des mains d'hommes. En tout cas, le mystère règne dans ce lieu obscur. François souffle d'excitation et ce léger sifflement résonne dans toute la grotte. « Que c'est bizarre !» chuchote Claude. L'écho s'empare de ces mots et les multiplie à l'infini. Chaque oubliette, tour à tour, répète « Que c'est bizarre, bizarre, bizarre !» « À votre avis, demande Mick, où sont les lingots ?» Et de nouveau, l'écho reprend ses paroles. « Où sont les lingots ? Lingots, 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 lingots !» « Venez, dit François, il y a peut-être moins d'écho un peu plus loin. » La petite troupe s'éloigne du bas de l'escalier et commence à visiter les cachots souterrains les plus proches. Dans le temps, les oubliettes servaient peut-être de prison à d'infortunés prisonniers, mais on les utilisait certainement surtout pour entreposer objets et provisions. « Regardez par ici !» crie soudain Mick. « Il y a une porte à l'entrée de cette grotte. Je suis sûr que c'est le cachot que nous cherchons. Celui où se trouvent les lingots d'or. » Chapitre 13. Le trésor. Les 4 torches se lèvent en même temps pour éclairer la porte en bois. Celle-ci est couverte d'énormes clous et a l'air extrêmement solide. François se jette contre elle avec un cri d'enthousiasme. Il est persuadé que le cachot indiqué sur le plan se trouve juste derrière. Malheureusement, la porte est fermée. Pas moyen de l'ouvrir en tirant le battant ou en le poussant.
Il y a bien une serrure, mais pas la moindre clé. Les enfants lorgnent la porte, impuissants. Alors qu'ils se croyaient si près du but, ce maudit obstacle leur barre la route. « Il faut repartir chercher la hache !» décide François. « Nous arriverons peut-être à fendre le bois autour de la serrure et à l'arracher. »« Bonne idée !» s'écrie Claude ravi. « On va faire demi-tour. » Mais le souterrain est tellement grand, il y a tellement de ramifications que les 4 enfants se perdent très vite. Ils trébuchent sur de vieux morceaux de bois pourris ou sur des bouteilles vides, sans jamais retrouver le couloir qui conduit au bas de l'escalier par où ils sont arrivés. « C'est terrible, » reconnaît François au bout d'un long moment. « Mais j'ai aucune idée de l'endroit où peut être l'entrée. »« J'espère qu'on ne va pas rester ici jusqu'à la fin de nos jours !» lance Annie très effrayée. « Imbécile !» dit Mick d'un ton rassurant en lui prenant la main. « On va bien finir par trouver la sortie. »« Hé ! Qu'est-ce que c'est que ça ?» Les enfants s'arrêtent. Ils se trouvent à présent devant ce qui ressemble à une grande cheminée de pierre qui occupe le souterrain du sol jusqu'au plafond. François braque sa torche dessus, visiblement intrigué. « Je sais ce que c'est !» s'écrie brusquement Claude. « C'est le puits, bien sûr. Vous vous souvenez, on le voit sur le plan des oubliettes et sur celui du rez-de-chaussée. Et là, nous sommes devant la partie qui s'enfonce dans la terre. Je me demande s'il y a une ouverture quelque part pour puiser l'eau directement depuis ce souterrain. » Tous se précipitent pour voir. De l'autre côté du gros cylindre, ils découvrent une petite ouverture suffisamment large pour y passer la tête et les épaules. Avec leur torche, ils essaient de voir le plus possible, mais le puits est tellement profond qu'ils n'en voient pas le fond. François regarde alors en haut et aperçoit la faible lumière du jour qui se glisse entre les parois du puits et la grosse pierre sur laquelle Dago était tombé plus tôt. « Pas de doute, dit-il, c'est bien notre puits. Maintenant nous savons que l'escalier des oubliettes n'est plus très loin. » Les enfants se sentent soulagés. En se tenant par la main, ils commencent à chercher les marches avec énergie. Annie pousse soudain un hurlement de joie. « Voici l'entrée ! Ou plutôt la sortie! J'aperçois la lumière du jour !» Ils courent jusqu'au tournant suivant et, à leur grande joie, se retrouvent devant les marches qui conduisent à la surface. François regarde autour de lui pour savoir quelle direction prendre lorsqu'ils reviendront. Il faut dire qu'il n'est pas sûr de pouvoir retrouver la porte de bois. Arrivé en haut, François consulte sa montre et pousse un cri de surprise. « Il est 6h30 ! Pas étonnant que j'ai une telle faim. Nous n'avons même pas goûté. Ça fait des heures que nous travaillons et que nous errons dans ce souterrain. »« Eh bien, allons manger avant de reprendre nos recherches, » propose Mick. « J'ai l'impression d'avoir rien avalé depuis au moins 1 an. »« Je te signale que tu as mangé 2 fois plus que tout le monde à midi, » rappelle François sur un ton d'indignation. Puis il s'arrête net et confie avec un large sourire. « En fait, j'ai tout aussi faim que toi. Claude, tu veux bien mettre de l'eau sur le feu? Je crois qu'un bon chocolat chaud nous ferait du bien. Je suis gelée après tout ce temps sous terre. » Quel délice de se prélasser au soleil couchant, tout en grignotant du pain et du fromage, et en se régalant de biscuits. Dago, lui aussi, a droit à un bon repas. Il n'a pas du tout apprécié l'excursion, et tant qu'il est resté dans le souterrain, il n'a pas quitté les enfants, les suivant de près, la queue basse. Il a eu très peur, surtout quand l'écho a résonné dans les oubliettes. À un moment, lorsqu'il s'est risqué à aboyer, Dago a eu l'impression que les cachots s'étaient brusquement peuplés d'innombrables chiens qui aboyaient encore plus fort que lui. Après ça, il n'a plus osé pousser le moindre gémissement. Mais à présent, il se sent de nouveau heureux et il attrape au vol les restes que les enfants lui lancent. Lorsque ces derniers ont terminé leur repas, il constate qu'il est déjà 20h. Le jour décline rapidement et il commence à faire frais. « Écoutez, » dit François, « je n'ai plus du tout envie de redescendre dans le souterrain aujourd'hui. Pourtant, j'aurais bien voulu attaquer cette porte à coups de hache pour voir ce qu'il y a derrière, mais je suis trop fatigué. Puis, ça m'amuserait pas du tout de me perdre dans ces souterrains en pleine nuit. » Les autres sont d'accord avec lui, surtout Annie, qui craignait secrètement de devoir s'enfoncer à nouveau sous terre après le coucher du soleil. D'ailleurs, la petite fille, épuisée par toutes les émotions de la journée, s'endort à moitié. « Allez, Annie !» ordonne Claude en obligeant sa cousine à se lever. « Va te coucher. Nous allons dormir dans un coin de la grande pièce, enroulés dans nos couvertures. Et demain au réveil, nous serons en pleine forme pour aller ouvrir la porte mystérieuse. » Les 4 enfants, suivis de Dago,
regagnent la petite salle de pierre et se blottissent dans leur couverture. Dago se glisse auprès des deux fillettes et se couche en travers de leurs jambes. Il est si lourd qu'Annie doit le repousser. Claude tire Dag à elle et le laisse s'installer sur ses jambes. Elle reste couchée, à l'écouter respirer. Elle se sent très heureuse. Elle va passer une nuit sur son île. Ses cousins et elle ont presque découvert les lingots. Elle en est sûre. Les choses vont peut-être s'arranger après tout. Elle s'endort à son tour. Avec Dago comme chien de garde, les enfants n'ont rien à craindre. Et ils dorment profondément jusqu'au matin. Et c'est l'incorrigible Dag qui les réveille. Il a aperçu un lapin derrière l'arche brisée qui sert de porte à la petite salle. Et il se précipite à sa suite. Ce mouvement soudain arrache Claude à ses rêves. Elle se frotte les yeux. « Debout !» crie-t-elle aux autres. « Réveillez-vous ! Il fait grand jour, nous avons du pain sur la planche !» Ses cousins se préparent à toute vitesse. En songeant à leur découverte de la veille, ils se sentent soudain pleins de force. Les premières pensées de François vont à la porte de bois. Il pense pouvoir en venir à bout grâce à sa hache. Mais qu'est-ce qui se trouve derrière ? Le petit déjeuner est très joyeux et chacun mange à sa faim. Puis François prend sa hache et tous se dirigent vers l'entrée des oubliettes. Dago suit la petite troupe en remuant la queue, plus par habitude que par entrain. Il est assez préoccupé à l'idée de retourner dans ce tunnel peuplé de chiens dont on entend les bruyants aboiements, mais qu'on n'aperçoit jamais. Pauvre Dago, il ne comprend décidément rien à l'écho. Les enfants descendent dans le souterrain. Bien entendu, ils n'ont aucune idée de la direction à prendre pour retrouver la porte de bois, et ils s'épuisent à errer dans le tunnel. « Ah, nous allons encore nous perdre comme hier soir !» soupire Claude désespéré. C'est un vrai labyrinthe là-dedans. Nous n'arriverons jamais à retrouver l'entrée. Tout à coup, François a une idée de génie. Il tire de sa poche un morceau de craie blanche, revient sur ses pas jusqu'à l'escalier et fait une marque sur le mur à 7 endroits. Puis, il continue à tracer des flèches sur les murs au fur et à mesure que la petite troupe s'éloigne le long du souterrain. Les enfants parviennent jusqu'au puits sans encombre. « Désormais, dit-il, chaque fois qu'on arrivera à ce puits, on pourra facilement retrouver la sortie. Il n'y aura qu'à suivre mes marques de craie. Voilà un problème de réglé. Et maintenant, quel chemin prendre ? On va essayer un premier couloir et je marquerai sur les murs tout le long. Si c'est pas celui qui conduit à la porte, il suffira qu'on vienne sur nos pas en effaçant les flèches. En partant toujours du puits, on essaiera les couloirs, les uns après les autres, jusqu'à trouver le bon. » L'idée fonctionne à merveille. Le premier couloir ne mène nulle part et les enfants doivent rebrousser chemin en effaçant les flèches. Mais la deuxième tentative est la bonne, et cette fois, ils parviennent à trouver la porte de bois. Elle se dresse devant eux, lourde et massive, avec ses gros clous rouillés. Ils la contemplent avec des airs de triomphe. François lève sa hache et, crac, il frappe de toutes ses forces, juste contre la serrure. Mais le bois, bien que très vieux, est encore résistant. François cogne une seconde fois. Malheureusement, la hache s'abat sur l'un des clous et glisse de côté. Un gros éclat de bois s'envole et frappe directement Mick sur la joue. Le jeune garçon pousse un hurlement de douleur. François abandonne sa hache et se précipite vers le blessé pour l'examiner. La joue de Mick saigne abondamment. « Oh, quelque chose a sauté de cette maudite porte et m'a blessé !» explique Mick. « Une grosse écharde, je crois. »« Zut !» murmure François en tournant la lumière de sa torche pour bien éclairer son frère. « Tu veux que j'essaie d'enlever l'écharde ? Ça va aller ?» Mick préfère retirer l'écharde lui-même. Il grimace de douleur, puis devient tout pâle. « Oh, tu ferais bien de remonter au grand air un instant, » juge François. « De toute manière, il faut nettoyer cette plaie et empêcher le sang de couler encore. Il suffit de tremper un mouchoir dans l'eau et de tamponner ta joue. »« Je vais remonter avec Mick pour m'occuper de lui, » décide Annie. « Toi, François, tu peux rester ici avec Claude et poursuivre la recherche. » Mais François souhaite lui aussi accompagner Mick jusqu'à l'air libre. Il tend sa hache à Claude. « Je vais avec eux. Pendant ce temps-là, tu peux toujours essayer de casser cette porte. Autant ne pas perdre de temps parce que je crois que nous allons avoir du mal. Je serai de retour dans quelques minutes. Ce sera facile avec tous ces repères sur le mur. »« D'accord, » acquiesce Claude en prenant la hache. « Pauvre Mick, il est blanc comme un linge. » Laissant derrière lui Dago et Claude, François ramène Mick et Annie à la surface. La petite fille trempe un coin de son mouchoir dans l'eau de la casserole et essuie tout doucement la blessure de son frère. La joue de Mick saigne encore beaucoup, mais l'entaille n'est pas très profonde. Le jeune garçon ne tarde pas à reprendre des couleurs, et parle même de redescendre avec François dans le souterrain. « Non, dit François, il vaut mieux que tu te reposes un peu.
Allonge-toi tranquillement. Vous pourriez aller vous installer là-bas, tous les deux, sur ces rochers d'où l'on voit l'épave. Allez, venez, je vous y emmène. François conduit son frère et sa sœur hors de la cour du château, jusqu'aux rochers de l'île qui font face au grand large. La coque sombre de la vieille épave est toujours prisonnière des rochers. Mick se couche sur le dos et contemple le ciel, en espérant que sa joue s'arrêtera vite de saigner. Il ne voudrait pas que les autres découvrent le trésor sans lui. Annie lui prend la main. Le petit accident de son frère l'a bouleversée. Elle non plus ne veut pas passer à côté de la découverte des lingots, mais elle tient à rester auprès du blessé jusqu'à ce qu'il aille mieux. François leur tient compagnie 1 minute ou 2, puis reprend le chemin du souterrain. Une fois sous terre, le jeune garçon rejoint rapidement Claude, qui s'acharne toujours contre la porte. Elle a démoli le battant tout autour de la serrure, mais la porte refuse encore de s'ouvrir. François lui prend la hache des mains et frappe de toutes ses forces. À la seconde tentative, la serrure paraît enfin céder. Elle devient plus lâche et glisse un peu de côté. François pose sa hache au sol. « Elle ne tient pratiquement plus, dit-il d'une voix haletante. Nous allons en finir d'un coup. Pousse-toi de là, Dago, et toi, Claude, appuie en même temps que moi. » Les deux cousins poussent ensemble et la serrure cède dans un horrible craquement. L'énorme porte s'ouvre en grinçant et les deux cousins se précipitent à l'intérieur en brandissant leurs torches. La pièce dans laquelle ils se trouvent n'est pas tellement plus grande qu'une cave, creusée, comme les autres, dans le roc. Mais tout au fond de celle-ci s'entassent de curieux objets, qui ressemblent à des briques en métal ternies et jaunâtres. François en ramasse une. « Claude !» crie-t-il. « Les lingots! Ces briques sont en or! Elles ne payent pas de mine comme ça, mais c'est bien de l'or! Claude, il y a une véritable fortune ici, et elle est à toi! On a découvert le trésor !» Chapitre 14. Pris au piège. Claude n'arrive pas à prononcer un mot. Elle prend un des lingots et reste immobile, les yeux fixés sur le gros tas d'or devant elle. Elle n'arrive pas à croire que ces objets, en forme de briques, sont d'un métal aussi précieux. Son cœur bat à se rompre. Quelle découverte! Soudain, Dago se met à grogner sourdement. Il tourne le dos aux enfants, le museau pointé vers la porte. Tout à coup, il se déchaîne et ses aboiements envahissent la cave. « Tais-toi, Dag !» ordonne François. « Qu'est-ce que t'as entendu ? C'est peut-être les autres qui viennent nous rejoindre. » Il s'approche de la porte et les mains en porte-voix, il crie de toutes ses forces. « Mick, Annie, c'est vous ? Venez vite ! On a trouvé les lingots ! Ils sont ici, dépêchez-vous !» Dago cesse d'aboyer mais recommence à grogner. Claude a l'air inquiète. « Qu'est-ce qui peut bien se passer ?» dit-elle. « Dago ne grognerait pas comme ça en direction d'Annie et Mick. » Elle n'a pas fini sa phrase que les deux cousins sursautent en entendant une voix d'homme résonner dans le tunnel. « Qui est là ? Mais qui peut bien être descendu ici ?» Prise de panique, Claude s'agrippe à François. Dago continue à gronder et les poils hérissés sur le dos. « Calme-toi, Dago !» murmure Claude en éteignant sa torche. Mais le chien ne veut décidément rien savoir, il continue à gronder l'œil mauvais. Tout à coup, les enfants aperçoivent le faisceau d'une puissante lampe électrique jaillir dans le passage à quelques pas d'eux. Puis la lumière inonde la pièce et se braque sur les enfants. Celui qui porte la torche s'arrête net. « Tiens, tiens !» dit la voix qui les a effrayés un instant plus tôt. « Des enfants dans les caves de mon château !»« Comment ça, votre château ?» s'écrie Claude. « Mais oui, ma petite fille, ceci est mon château puisque je suis en train de l'acheter. » Une seconde voix, plus hargneuse, s'élève à son tour. « Qu'est-ce que vous faites dans ce souterrain, les gosses ? On peut savoir qui ce sont, Mick et cette Annie que vous avez appelée il y a 2 minutes ? Et qu'est-ce que ces lingots que vous avez trouvés ? » « Ne réponds pas !» chuchote François à Claude. Mais l'écho s'empare de ses paroles et les fait résonner très fort dans le passage. « Ne réponds pas, réponds pas, réponds pas !»« Alors comme ça, vous ne voulez pas répondre !» s'énerve l'homme à la voix hargneuse. Et il avance d'un air menaçant vers les deux cousins. Dago montre les crocs, mais l'individu ne paraît pas du tout impressionné. Il se dirige tout droit vers la porte pour examiner la cave de plus près au moyen de sa torche. « Jean, regarde !» dit-il. « T'avais raison. L'or était bien dans le souterrain. Et il va être facile à transporter en plus. Que des lingots. Eh bien, on peut dire qu'on a trouvé un sacré filon. »« Cet or est à moi !» coupe Claude furieuse. «
L'île et le château appartiennent à ma mère et tout ce qu'il y a dedans aussi. C'est mon arrière-arrière-grand-père qui a apporté ce trésor ici, avant que son navire ne fasse naufrage. Cet or n'est pas à vous, ne le sera jamais. Dès mon retour à la maison, je dirai à papa et à maman ce que nous avons trouvé. Et alors je vous garantis qu'ils ne vendront ni l'île, ni le château. C'est très malin de votre part d'avoir déchiffré les indications du vieux parchemin. Mais nous avons été plus rapides que vous. Les deux hommes écoutent le petit discours de Claude prononcé d'une voix claire mais chargée de colère, et soudain, l'un des deux éclate de rire. « Ha ha, tu n'es qu'une gamine !» lance-t-il. « Tu ne crois tout de même pas que tu vas réussir à faire échouer nos projets ? Nous allons bel et bien acheter cette île, tout ce qu'elle contient aussi. Nous emporterons l'or dès que cet acte de vente sera signé. D'ailleurs, quoi qu'il arrive, nous prendrons l'or. Nous n'aurons aucun mal à amener un bateau près d'ici et à y transporter les lingots. Ne te fais pas d'illusions, nous obtiendrons ce que nous voulons. » « Jamais de la vie !» s'écrie Claude en faisant un pas en avant. « Je rentre tout droit à la maison prévenir papa de ce qui se passe ici. »« Non, ma petite, tu ne vas pas rentrer chez toi !» rétorque le premier individu en saisissant Claude par les épaules et en la reconduisant violemment à l'intérieur de la cave. « Tu vas rester ici, et si tu ne veux pas que j'abatte cet horrible chien, tu as intérêt à le faire tenir tranquille. » À son grand étonnement, Claude s'aperçoit alors que l'homme tient à la main un petit pistolet. D'un geste rapide, elle saisit Dago par le collier et le tire vers elle. « Tout doux, Dago, dit-elle, tout va bien. » Mais Dago sent que tout ne va pas si bien. Il continue à grogner. « Et maintenant, écoutez-moi, dit l'homme aux deux enfants après s'être mis d'accord avec son complice. Si vous êtes raisonnables, il vous arrivera rien. Si vous vous obstinez à vouloir nous mettre des bâtons dans les roues, alors vous aurez affaire à nous. Voilà ce qu'on va faire. On va partir en vous laissant enfermer ici. Quand on aura loué un bateau, on reviendra chercher l'or. C'est plus la peine d'acheter l'île maintenant qu'on a mis la main sur le trésor. » Il ne prête aucune attention au regard affolé des enfants. « Maintenant, poursuit-il, vous allez écrire un mot à vos deux amis pour leur dire que vous avez trouvé l'or et qu'il faut qu'ils vous rejoignent. Quand ils seront là, nous vous enfermerons tous les quatre dans la cave. On vous laissera de quoi boire et manger, vous pourrez même vous amuser avec les lingots si ça vous chante. » L'autre individu tire un crayon et un bout de papier de sa poche. « Tenez, dit-il, écrivez un mot à Mick et à Annie. Vous enverrez votre chien le leur porter. J'imagine qu'il saura se débrouiller. Allez, dépêchez-vous !»« Non !» s'écrie Claude hors d'elle. « Je n'écrirai rien du tout. Vous ne pouvez pas m'obliger à faire une chose pareille, et je ne vous permettrai pas non plus d'emporter mon or. »« Si tu nous obéis pas, je tue ton chien, compris ?» dit l'homme en levant un peu le canon de son pistolet. Claude sent son cœur se glacer et pousse un cri d'effroi. « Non, non !» supplie-t-elle. « Alors écris !» insiste l'homme. « Je ne peux pas. Je ne veux pas que vous fassiez du mal à Mick et Annie. »« Très bien, tu peux dire au revoir à ton chien. » L'homme tourne l'arme vers Dago. Claude jette ses bras autour de son chien et se met à hurler. « Non, non, arrêtez. Je vais écrire ce mot. Ne tirez pas, ne tirez pas. » Là-dessus, la fillette prend le papier et le crayon d'une main tremblante et regarde le bandit. « Écris !» ordonne-t-il. « Cher Mick et chère Annie, nous avons trouvé l'or. Venez tout de suite nous retrouver dans la cave, puis tu signes de ton nom. » Claude s'exécute. Ensuite, toujours docile, elle signe de son nom, mais au lieu de Claude, elle inscrit Claudine au bas du message. Elle se dit que Mick et Annie devineront qu'elle ne signerait jamais de son vrai nom si ce n'était pas pour les alerter d'un grave problème. L'homme prend le billet, le lit et l'attache au collier de Dago. Pendant ce temps, le chien n'arrête pas de gronder, mais Claude réussit à l'empêcher de mordre. « Et maintenant, dites-lui d'aller retrouver vos amis, » ordonne l'homme. « Allez, va voir Mick et Annie, » dit Claude. « Dépêche-toi, Dago, donne-leur ma lettre. » Dago n'a aucune envie de quitter sa jeune maîtresse, mais il a l'air de comprendre qu'il n'a pas le choix. Après un dernier regard vers Claude, il se met en route et disparaît dans le souterrain. Le fidèle animal retrouve son chemin sans problème. Il grimpe les marches de pierre et débouche à l'air libre. Il s'arrête au milieu de la vieille cour et flaire la trace des deux enfants. Puis il s'élance la truffe au ras du sol. Il ne tarde pas à découvrir les deux enfants étendus sur les rochers. Mick se sent beaucoup mieux à présent et sa joue ne saigne presque plus. À la vue du chien, il se redresse. « Tiens !» jette-t-il d'un ton surpris. « Mais c'est Dago! Qu'est-ce que tu fais là, mon gros chien? T'en avais assez de rester sous terre, pas vrai? »« Mick, regarde! Il y a un morceau de papier attaché à son collier. C'est un message. Les autres doivent vouloir qu'on les rejoigne. » Dago est sacrément intelligent d'avoir compris qu'il devait nous apporter le message. Mick détache le mot du collier de Dag. Il le déplie et le lit à haute voix. «
Cher Mick et chère Annie, nous avons trouvé l'or. Venez tout de suite nous retrouver dans la cave, Claudine. Ah, s'écrie Annie les yeux brillants. Ils ont trouvé le trésor, Mick. Tu te sens assez bien pour redescendre. Vite, il faut faire vite. Mais Mick ne bronche pas. Il reste assis sur les rochers observant le message d'un air absorbé. Qu'est-ce qu'il y a ? Demande Annie impatiente. En fait, je trouve bizarre que Claude ait signé Claudine, explique Mick en secouant la tête d'un air perplexe. Tu sais combien elle déteste son prénom. Elle ne répond jamais quand on l'appelle Claudine. C'est vraiment bizarre. Ça pourrait être un moyen de nous prévenir que quelque chose ne va pas. Sois pas stupide, Mick, s'exclame Annie. Pourquoi veux-tu que ça n'aille pas ? Allez, dépêche-toi. J'ai hâte de rejoindre Claude et François. Attends un peu, Annie. Je vais aller jeter un coup d'œil au petit port pour être bien sûr que personne d'autre n'a abordé dans l'île, décide Mick. Et toi, reste ici. Mais Annie n'a aucune intention de rester toute seule. Elle décide donc d'accompagner Mick. En arrivant à proximité du petit port, les deux enfants s'aperçoivent avec stupeur que leur canot n'est plus tout seul. Mick ne s'est pas trompé, il y a donc bien des étrangers sur l'île. « Tu vois » murmure le jeune garçon, « quelqu'un a débarqué ici. C'est sûrement l'homme qui veut acheter le château. Je parie qu'il a déchiffré le parchemin, qu'il sait qu'il y a un trésor caché dans les souterrains. Il a dû tomber sur Claude et François en bas. À mon avis, il veut que nous allions les rejoindre pour nous enfermer tous les quatre pendant qu'il volera l'or. C'est lui qui a obligé Claude à nous écrire ce mot. Mais elle a été assez maligne pour nous avertir en signant d'un prénom dont elle ne se sert jamais. Et maintenant, faut réfléchir très vite, il n'y a pas de temps à perdre. »